On va démarrer la session et puis d'autres participants nous rejoindront comment au fil de l'eau. On les admettra au fil de l'eau. Alors bonjour à tous, bienvenue à ce rendez-vous que nous proposons à destination des proches et des aidants de personnes malades de Parkinson. Du coup, avec ma collègue Louane Jolivet ici présente, on va modérer ce temps de webinaire et ce temps d'échange. Et Virginie Dornier va, elle, intervenir. C'est notre intervenante de la soirée. Elle va être présentée dans un instant par Louane. Donc en fait, peut-être certains d'entre vous ont déjà participé à un premier rendez-vous qu'on avait organisé au mois de mars, mais cette année 2025, avec l'équipe de France Parkinson, on a décidé d'organiser 4 rendez-vous à l'attention des personnes qui ont un parent qui a la maladie de Parkinson, donc des personnes majeures, potentiellement entre 18 et plus de 60 ans, hein, toute personne qui a un parent qui a la maladie. Là, c'est le deuxième rendez-vous ce soir qui va porter sur la thématique quelles répercussions les symptômes de la maladie de Parkinson peuvent-ils avoir sur la relation avec votre parent. Et Virginie Dornier va intervenir du coup pour vous faire une présentation d'environ 30 minutes, 40 minutes. Et ensuite, il y aura un temps d'échange entre 50 minutes et 1 heure où vous pourrez poser vos questions ou témoigner si vous le souhaitez. Donc le rendez-vous va se passer en 2 temps. Durant l'intervention de Virginie, comme Louane vous l'a dit à l'instant, on va vous demander de couper micro, caméra. Et les échanges en fait pourront se faire suite à l'intervention. Là, vous pourrez rouvrir votre micro et votre caméra si vous le souhaitez pour parler. L'intervention de Virginie sera accessible en replay, elle est enregistrée et les échanges resteront strictement confidentiels. Donc je vais laisser la parole à Louane qui va présenter notre intervenante de la soirée. Ok. Juste, Sandrine, tu t'es pas présentée, tu veux te présenter ou pas? Oui, bah du coup, je travaille au siège de France Parkinson en fait à Paris dans l'équipe de salariés et je suis responsable du programme à 2 pas pour les proches et les aidants. Ok, merci Sandrine pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous, enchantée. Moi, c'est donc Louane Jolivet. Je travaille au sein du siège de France Parkinson également avec Sandrine et je m'occupe de développer notre programme d'aide aux aidants sur le territoire. Donc, je vais vous présenter Virginie Dornier, notre intervenante pour ce webinaire. Donc, le temps d'information, il va être animé pendant 30-40 minutes par Virginie, qui est infirmière. Elle a travaillé pendant 12 ans en centre expert Parkinson à Aix-en-Provence et elle travaille depuis 30 ans en neurologie. C'est un sujet qu'elle connaît très bien. Et elle a d'ailleurs fait un DIU sur la prise en charge pluridisciplinaire de la maladie de Parkinson. Et en plus de ça, elle est formatrice pour France Parkinson depuis 2018 auprès des soignants en EHPAD et des structures d'aide à domicile aussi. Donc, elle va vous présenter les différents symptômes de la maladie et leurs éventuels impacts qu'ils peuvent avoir sur la relation avec votre parent. Voilà, donc Virginie, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Et puis merci à France Parkinson d'avoir fait appel à moi. Et puis bonjour à tout le monde que je ne vois pas, mais j'espère voir un peu tout à l'heure. J'attends le diaporama. Voilà, super. Merci, Louane. Donc, quelques petits rappels. Donc, c'est une maladie neurologique, hein, ça se passe vraiment au centre du cerveau et qui est évolutive parce que c'est la destruction en fait de neurones dopaminergiques de façon irrémédiable. Euh, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais voilà, c'est ce qui se passe. Donc du coup, il y a moins de production de dopamine et la dopamine, c'est un neurotransmetteur qui sert à faire en sorte que le mouvement se fasse correctement. Les symptômes sont évolutifs très lentement sur plusieurs dizaines d'années et une origine inconnue à ce jour. On sait simplement qu'il y a un petit peu de génétique parce qu'on a retrouvé des gènes hein, chez les patients. Alors, c'est pas du tout héréditaire par contre, mais il y a de la génétique quand même qui joue là-dedans. Un peu d'environnement parce que on sait que les pesticides sont vraiment délétères et des gros points d'interrogation. Les pistes, c'est un petit peu peut-être
les intestins, qui serait notre deuxième cerveau, et puis pourquoi pas aussi la piste du nez. Voilà ce qu'on peut en dire. 270 000 patients en France, hein, et 25 000 nouveaux diagnostiqués par an. Un peu plus d'hommes que de femmes. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que chaque personne est unique et les symptômes vont évoluer différemment d'une personne à l'autre. Alors, on va rentrer dans un listing en fait de symptômes et on va commencer par les symptômes moteurs. Donc, le tremblement, c'est un tremblement qui est de repos. C'est celui qui est le plus connu de la population générale, mais il est présent quand même que chez 70% des patients. Donc, ne soyez pas surpris si quelqu'un ne tremble pas. Ça disparaît lorsqu'on va se mettre en mouvement lors d'une contracture musculaire volontaire et on ne doit pas trembler non plus pendant le sommeil. C'est vraiment aggravé par le stress et c'est un retentissement fonctionnel qui est faible, mais psychologiquement très impact, enfin, majeur pour le patient parce qu'en fait, c'est ce qui va se voir. Donc, c'est quelque chose qui va bien répondre au traitement, mais il va aussi falloir que le patient arrive un petit peu à gérer son stress pour que ça aille aussi un peu mieux. Le deuxième symptôme, c'est l'hypertonie ou raideur ou rigidité. En fait, on a tous un tonus musculaire de base qui nous est propre et c'est comme si on était en permanence un petit peu plus contracté. Du coup, ben, très rapidement, on peut bien imaginer qu'il y a de la raideur, de la douleur. Et c'est quelque chose qu'on va pouvoir aider en faisant des étirements. Voilà. Il faut arriver à étirer le patient parce que tout seul, il n'y arrive pas. Les mouvements sont beaucoup moins amples. L'activité physique va être vraiment primordiale. La balnéo, la kiné, tout ça, c'est ce qui va pouvoir aider. Le troisième signe, et c'est celui qui est vraiment le plus typique de la maladie de Parkinson, en tout cas qu'on doit retrouver chez pratiquement tous nos patients, c'est la kinésie. C'est un retard, une lenteur en fait, c'est la lenteur. Pour initier un mouvement, ça va entraîner des gestes spontanément qui va moins bien se faire parce que cette lenteur, elle va être, ces difficultés de mouvement, c'est plutôt sur tout ce qui est automatique et mine de rien, on fait beaucoup de choses de façon automatique. Et du coup, ils vont avoir du mal à réaliser des gestes précis comme boutonner un bouton, ou alors écrire, ou alors battre une omelette. Faire des gestes répétitifs, ça commence bien et puis ça finit mal. Donc, du coup, ils vont être obligés de se concentrer pour faire tous les gestes et passer plutôt par des mouvements volontaires qui, eux, vont être tout à fait possibles. Il faut aussi accepter cette lenteur. Donc, des personnes qui étaient plutôt hyperactives, bah, elles ont un peu du mal. Les autres, ça va un peu mieux. En tout cas, il faut bien vous dire qu'elle ne fait pas exprès. Et que le fait d'anticiper les choses, de se faciliter la vie, d'adapter parfois l'habillage ou le domicile, ben, c'est vraiment ce qui peut les aider. Euh, alors ça, c'est la triade parkinsonienne. C'est en général les symptômes qui sont vraiment le plus connus par la population générale et les soignants et qui répondent très bien au traitement. Il se passe aussi quelque chose avec l'équilibre et la marche. Au début de la maladie, c'est plutôt une jambe qui se soulève un petit peu moins que l'autre. Et puis le ballon du bras qui va moins bien se faire d'un côté, parce que Parkinson, je vous en ai pas parlé, mais ça commence toujours d'un seul côté du corps. Et puis après, des fois, ça peut changer de camp, mais au début, c'est un seul côté. Les pas vont être plus petits. Il peut y avoir de la festination. La festination, c'est quand le patient marche très très vite. Ou alors du freezing. Le freezing, c'est plutôt un peu un bégaiement de la marche avec un petit piétinement. Et les personnes parlent d'avoir le sentiment d'avoir des pieds qui sont collés ou cloués au sol, hein. C'est fort comme terme. Et bien sûr, ça entraîne des risques de chute, surtout au moment du demi-tour, qui doit pas se faire trop vite, ou la marche arrière qui peut aussi être compliquée. Donc encore une fois, on reparle de l'activité physique, mais l'activité physique, vous allez voir, on la retrouve tout le temps. Ça fait vraiment partie des traitements qu'on peut proposer. Il faut aussi travailler avec le kiné qui va réapprendre, qui va désautomatiser la marche pour repasser par du volontaire. Ils peuvent aussi utiliser de l'aide pour des aides à la marche, comme les bâtons de marche, ce qui vont permettre de retrouver la coordination en fait entre les bras et les pieds.
Et puis surtout se concentrer, parce que quand on a une maladie de Parkinson, on ne peut pas faire plusieurs choses à la fois. Donc du coup, si on marche, il faut vraiment être concentré sur la marche et pas faire autre chose, ne pas téléphoner, ne pas parler en même temps, ne pas porter des choses. Et en cas de freezing, va falloir trouver sa stratégie pour redémarrer. Donc, on s'arrête, on respire un bon coup, et puis on peut translater un peu le poids du corps d'une jambe sur l'autre, et dès qu'on a une jambe qui décolle un petit peu, allez hop, on donne l'ordre vraiment d'y aller, et on peut compter un, 2, un, 2. La marche militaire, c'est magique. On a aussi des troubles de la posture, donc c'est une flexion exagérée hein, du tronc, voilà, les patients sont un peu voûtés comme ça, et ça peut aller carrément jusqu'au buste qui viennent vraiment vers l'avant. Ça c'est pareil, c'est le kiné qui va pouvoir aider, l'activité physique. Euh, On peut aussi mettre un petit sac à dos. Vous savez, juste le fait d'avoir un sac à dos, ben, du coup, on se redresse un petit peu. Et certaines personnes me disaient qu'ils achetaient des petits t-shirts spéciaux pour le mal de dos et que du coup, ben, ça retirait aussi un peu, que ça pouvait aider, pourquoi pas. Je vous ai parlé de miroir parce que, en fait, la personne n'a pas forcément conscience de ses troubles de la posture. Et souvent, quand ils en parlent, ils disent, ah ben je passe devant un miroir ou devant une vitrine. Et je me dis, oula, mais dis donc, c'est moi qui marche comme ça. Et du coup, on s'en redresse. Et en cas de grosse gêne, il peut y avoir aussi de la toxine botulique qui peut être faite. La suite. Au niveau de la parole est plus petite, enfin, il parle plus lentement, plus doucement, avec une voix qui est plutôt monotone. La dysarthrite, donc cette difficulté à articuler, et puis la mélodie de la parole aussi qui est un petit peu perdue. Donc ça, c'est le domaine de l'orthophoniste. Il y a une technique qui est vraiment spécifique à Parkinson, qui est la LSVT, que l'orthophonie peut proposer. Mais le patient, lui, il peut chanter, il peut faire de la lecture à voix haute, il peut chanter, enfin, raconter des comptines, jouer avec les enfants, enfin, apprendre les conjugaisons. Enfin, bref, il faut parler et il faut parler le plus possible et le plus fort possible. On peut faire du théâtre. Et si vous devez demander de répéter, ben, si vous dites simplement, est-ce que tu peux répéter ce que, je sais pas, que j'ai pas entendu, voilà, est-ce que tu peux répéter? La personne va répéter de la même façon dont elle vient d'exprimer quelque chose. Du coup, il faut demander de répéter, mais rajouter plus clairement ou plus distinctement ou plus fort. Et il faut éviter de la stresser parce que sinon, elle va perdre le fil de la parole et ça va être encore plus compliqué. Mais le stress, c'est un peu comme l'activité physique, ça va revenir très souvent. Au niveau de la déglutition, c'est plutôt un ralentissement général avec un temps de repas qui va être beaucoup plus long. On peut observer aussi du rolling. Le rolling, c'est le fait d'avoir des aliments en bouche et de mâcher, de mâcher, de mâcher, de mâcher, de mâcher, et que la propulsion en fait du bol alimentaire se fasse beaucoup plus tardivement. On peut aussi avoir de la toux, soit en mangeant, soit après les repas, des fausses croûtes, et puis il y a un risque quand même d'infection bronchique. Donc, du coup, quand on prend le repas, mais il faut toujours que ce soit dans le calme, sans télé, sans radio, on essaie de pas trop parler. Peut-être du matériel adapté, on en reparlera peut-être tout à l'heure. On peut aussi proposer une aide parce que le fait de mettre à la bouche, en fait, je vous parlais tout à l'heure des gestes séquentiels qui étaient compliqués. Bah, des fois, les 3 premières cuillerées, ça va à peu près, et puis après, ça devient plus compliqué. Donc là, il faut poser la cuillère et repartir. On peut aussi encourager le fait d'avaler quand il y a du rolling. Et puis peut-être que l'orthophoniste, puisque c'est aussi le domaine de l'orthophoniste, peut proposer d'adapter les textures alimentaires, donc de la viande un peu plus hachée ou bien carrément mixée, de l'eau pétillante, ou si les médicaments sont difficiles à prendre avec de l'eau, on peut aussi les mettre dans de la compote ou dans un petit peu de yaourt. Ça va permettre de glisser plus facilement avoir des aliments chauds ou froids. Tout ça, ça permet à notre cerveau en fait de se rendre compte qu'on a quelque chose dans la bouche et qu'il va falloir s'en occuper et l'avaler. Donc du coup, c'est plus facile que quand on est à température ambiante et de façon complètement insipide, ce qu'on peut avoir dans la bouche. On peut surveiller le poids aussi, alors une fois par mois, hein, ne pesez pas tous les jours, mais
Et puis une bonne hygiène buccale, parce que le risque infectieux, en fait, il vient surtout des germes qu'on peut avoir, des microbes qu'on peut avoir dans la bouche, et plus que des aliments qui vont passer à côté. Et un bon positionnement. Vous savez que si on met le menton sur la poitrine, en fait, on va verrouiller naturellement les voies respiratoires. Donc, le risque de fausse route est vraiment diminué. Donc, on évite de manger allongé. Voilà. Ça, c'était pour les symptômes moteurs. Et maintenant, il y a du non moteur. Alors, le non moteur, ça répond moins bien au traitement et puis c'est beaucoup moins connu par les soignants et la population générale. Donc de la constipation, de l'hypersalivation. Alors, l'hypersalivation, c'est pas que le patient va produire plus de salive, c'est que, en fait, comme euh, c'est les mouvements automatiques qui vont être moins efficaces et moins rapides, enfin, et, oui, et se faire moins souvent, ben, du coup, ils avalent moins souvent leur salive. Le reflux gastro-œsophagien, ça c'est plutôt ce qui se passe une fois qu'on a avalé, qu'on est dans la digestion. En fait, on a des petits clapets qui s'ouvrent et qui se ferment de façon très synchronisée et tout seul. On ne peut absolument pas maîtriser nos clapets. Bah, du coup, avec Parkinson, des fois, ça peut un peu dysfonctionner. Et puis les nausées, c'est plutôt en début de traitement. Quand on va commencer un nouveau traitement, des fois, c'est tous des médicaments qui peuvent entraîner des nausées. Donc du coup, la constipation, il va falloir vraiment la prendre en charge en augmentant l'apport en fibres, en mangeant plus de fruits, plus de légumes, des céréales complètes. Il faut boire aussi beaucoup, il faut faire aussi de l'activité physique. On peut éventuellement faire des petits massages sur l'abdomen avec une balle de tennis qu'on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et au moment où on doit aller aux toilettes, ben, il faut prendre son temps. Il faut que ce soit à peu près notre heure. Et puis mettre un petit tabouret sous les pieds, ça permet d'avoir une position un petit peu plus ergonomique et naturelle pour que ça aille mieux. Et puis pas hésiter à prendre des laxatifs si besoin, parce que cette constipation, elle va majorer aussi certains symptômes, elle va aggraver momentanément la maladie, parce que les médicaments doivent être absorbés en fait au début des intestins. Donc s'il y a de la constipation, ben, c'est plus embêtant. Pour l'hypersalivation, ben, on pourrait imaginer de stimuler la personne à avaler sa salive un peu tout le temps, mais c'est juste pas possible. Mais par contre, sucer des bonbons ou manger des chewing-gums ou boire des petites gorgées d'eau, ben, ça peut aider. Les bonbons, le chewing-gum, vous évitez le citron parce que ça va au contraire accentuer la production de salive. Et on peut aussi en parler aux neuros, aux orthophonistes. Et puis parfois, les neuros vont faire des injections de toxines botuliques au niveau des glandes salivaires. Ça va diminuer la production de salive. Pour les reflux, ben, on peut en parler à un médecin traitant. Il y a certains traitements qui peuvent aider, mais surtout, on évite de se coucher de suite après le repas. Et puis, voilà. Euh, L'hypotension orthostatique. Donc, en fait, c'est le cœur qui ne compense pas la tension qui va baisser quand le patient va se lever. Donc, c'est un peu la maladie, puis aussi les traitements. Donc, ils ont double raison d'avoir ça. Donc, la première des choses, alors, c'est des patients qui, au moment où ils vont se mettre debout, vont me dire, oh là là, j'ai la tête qui tourne, j'ai un peu des vertiges, ou alors mes jambes ne me tiennent plus, ou alors carrément vont faire des chutes. Donc, s'il y a tout ça, eh ben, il faut l'objectiver en prenant l'attention. Donc, si possible, on prend l'attention couchée. Au moins pendant 10 minutes, on reste couché. Après, on se met debout et on prend à 1, 3 et 5 minutes avec les pulsations. Comme ça, on peut donner ces chiffres-là au neuro. Il va pouvoir traiter ce symptôme. Il faut bien boire parce que si on augmente le volume sanguin, du coup, on va augmenter aussi la tension et du coup, euh, on va diminuer cette hypotension. On peut dormir avec un oreiller en plus, soit directement sous la tête, soit sous le matelas, si c'est pas confortable avec deux oreillers. On évite par contre la position des pieds surélevés, parce que là, ça va majorer l'hypotension. Donc, les pieds à plat, mais la tête un peu plus relevée. On peut augmenter aussi les apports en sel s'il n'y a pas de problème cardiaque.
Alors, soit directement dans l'alimentation, soit on peut acheter des eaux un petit peu plus salées. On se lève progressivement, donc ça veut dire je m'assois au bord du lit, on peut faire pendouiller un petit peu les jambes, faire quelques mouvements et puis on se met debout et on voit ce qui se passe. On reste à côté du lit, on voit ce qui se passe. S'il y a besoin, on se rassied et si tout va bien, hop, on peut partir, pas de souci. Il faut faire de l'activité physique, encore une fois, et peut-être mettre des bas de contention ou des chaussettes de contention. Mais en tout cas, il faut en parler au neuro parce qu'il faut le traiter. C'est bon, nous. Loin. Merci. Au niveau de la vessie, il peut se passer aussi des choses avec alors la pollakiurie, c'est avoir souvent envie d'aller faire pipi. Et puis des urgences mictionnelles, eh ben c'est vraiment, voilà, ça urge quoi, hein. Au moment où on a le sentiment d'avoir envie de faire pipi, il faut vraiment y aller tout de suite. Et malgré ça, il faut quand même leur conseiller de bien boire, hein. Et puis bien vider sa vessie. C'est-à-dire que quand on va faire pipi, on se dit, OK, j'ai fini. Ben, je pousse encore un peu parce que des fois, il reste un petit peu d'urine dans la vessie et ça permet comme ça de bien tout vider. On peut aussi se rassurer en disant, de toute façon, je vais aux toilettes toutes les 2 heures. Comme ça, je suis tranquille. Pour les hommes, on peut proposer un péniflou. Péniflou, c'est un préservatif, mais qui est ouvert et auquel on va pouvoir relier une poche à urine. Donc ça peut aider la nuit ou bien quand on doit aller au spectacle et qu'on veut être tranquille pendant quelques heures. Des petites protections, mais voilà, moi j'aime pas trop quand on met des protections, puis les patients ils n'aiment pas trop non plus, parce qu'après, voilà, je trouve que c'est moins top, mais s'il y en a besoin, il faut. Et puis surtout des vêtements qui soient faciles à retirer, parce que quand on a une urgence mictionnelle, que notre vessie nous dit, OK, il faut que j'y aille, ben déjà, dépêche-toi pour un patient parkinsonien, on met un petit peu des stops hein, et il ne se passe plus rien. Euh, et puis, si on arrive aux toilettes et qu'il faut défaire un bouton qui est un peu difficile, enlever une ceinture, enlever des bretelles, ça va être compliqué. Donc, il faut se faciliter la vie. Et si besoin, on consulte un neurologue. Alors, surtout, encore plus pour les hommes, parce que faut pas oublier non plus qu'ils ont une prostate et que du coup, ça peut aussi être la prostate qui les embête. Et peut-être que l'urologue, il vous proposera de faire ce qu'on appelle un bilan urodynamique, qui est qu'on met une petite sonde urinaire, on vide, on remplit la vessie, et ça permet en fait de voir qu'est-ce qui dysfonctionne et d'avoir un traitement vraiment le plus adapté possible. Au niveau sexuel aussi, il peut se passer des choses. C'est plutôt une baisse des performances, donc moins de libido, une éjaculation plus compliquée, une érection qui marche moins bien, et un orgasme qui se fait moins bien aussi. Donc ça, c'est le domaine du sexologue, de l'urologue, pourquoi pas de la gynécologue aussi. Comme pour les femmes, c'est vrai que je vous ai parlé de la prostate pour les hommes, mais pour les femmes, les troubles urinaires, ça peut être aussi suite aux accouchements, hein. Donc la gynéco peut aussi avoir son utilité. En tout cas, on a droit de prendre des petites pilules, la petite pilule bleue si jamais il y a besoin, c'est pas contre-indiqué. Et par contre, s'il y a une hypersexualité qui, elle, peut être induite par les traitements anti-parkinsoniens, là par contre, il faut en parler surtout au neurologue. Je ne me rappelle plus de prochain. Voilà, troubles respiratoires. Certains patients décrivent une oppression thoracique, donc le sentiment d'avoir un étau en fait autour de la poitrine. Alors, plus encore quand il y a un peu d'anxiété, ou alors des difficultés à respirer avec une respiration qui est très courte, un peu en hauteur, comme un peu haletante. Et ça peut même mimer des urgences cardiaques. Moi, en 90, quand je suis arrivée en neuro et que j'ai découvert la maladie, j'ai fait beaucoup d'échocardiogrammes. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun souci, qu'il valait mieux que je rassure les patients, que j'étais beaucoup plus utile. Et on peut même lui proposer de respirer avec lui, de poser la main sur le ventre et de dire, allez, on gonfle et on dégonfle et on respire ensemble. Voilà, histoire de faire redescendre cette pression. Et on revient encore à la gestion du stress. Alors, la gestion du stress, ça peut être du yoga, ça peut être du tai chi, du qigong, aller voir une psychologue, faire de l'hypnose, de la sophrologie, de la réflexologie plantaire. Enfin, on peut imaginer vraiment tout, ne fermer la porte à rien, tout est bon. Il y a même des applications hein, qu'on peut utiliser aussi et faire en couple ou soi-même. Bon.
Au niveau du sommeil, il y a des troubles aussi et de la vigilance aussi, donc une qualité de sommeil quand même qui est souvent altérée, soit avec des difficultés pour s'endormir, soit des réveils multiples dans la nuit, soit des difficultés à se tourner dans le lit, soit des réveils très tôt le matin. On peut aussi avoir ce qu'on appelle des troubles du comportement sommeil paradoxal. Donc le sommeil paradoxal, c'est la phase du sommeil où on rêve. Et normalement, on est complètement paralysé. Mais là, certains patients peuvent vivre leurs rêves, c'est-à-dire qu'ils vont crier, ils vont bouger beaucoup, ils vont essayer d'assommer le voisin, peuvent même se lever du lit, enfin, voilà. Il peut se voir plein de choses, mais eux, ils dorment. Et du coup, dans la journée, il peut y avoir aussi de la somnolence, soit parce qu'on a mal dormi la nuit, soit parce que ça peut être aussi un effet indésirable des traitements, et ça peut aller jusqu'à une attaque de sommeil. Une attaque de sommeil, c'est s'endormir à des moments où on n'est pas censé dormir, c'est-à-dire pendant qu'on mange, ou pendant qu'on joue, ou pendant qu'on conduit. Donc, je pense que faire un lit à part ou chambre à part, c'est pas mal parce que ça permet quand même à l'accompagnant, enfin au conjoint, de pouvoir dormir correctement et puis être en super forme pour s'occuper de la personne le lendemain. Si les troubles du sommeil paradoxal sont trop importants, on peut aussi protéger le patient. Surtout ne le réveillez pas, eux ils dorment, hein, vous en faites pas. Mais par contre, mettre le lit contre le mur ou avec une petite barrière, voilà, si vraiment vous avez peur qu'il blesse. Et on va conseiller aux patients de faire des micro-siestes. Alors, un micro-sieste, c'est 10-15 minutes, hein, même plusieurs fois dans la journée. Ça permet de recharger son énergie, ça fait du bien. C'est pas 3 heures l'après-midi dans le lit, hein. Pour des difficultés à se tourner, il faut une laiterie quand même qui soit ferme, éviter les mémoires de forme. Et puis, on peut mettre soit un drap, enfin le drap plus un pyjama un peu satiné. Vraiment, ça permet de se tourner beaucoup plus facilement. Il existe aussi des petites barres de redressement. Ça fait une mini barrière en fait qu'on peut mettre du côté du lit. Alors, il faut tester soit à droite, soit à gauche, parce que rappelez-vous que Parkinson, on est plus gêné d'un côté que de l'autre, donc il faut tester. Et on peut aussi mettre une corde à nœud, en fait, qu'on va attacher au pied ou sur le côté du lit. Et comme ça permet aussi de se hisser et de bouger un peu. L'activité physique aussi, parce que si on bouge un peu, on dormira mieux. Et je vous ai marqué la mélatonine parce que c'est une substance en fait qu'on sécrète naturellement en s'endormant et qui est très à la mode en ce moment et qui est prescrite volontiers par les neuros. Au niveau cognitif et comportemental, il peut se passer aussi des choses. Dès le début de la maladie. Alors, au début, c'est plutôt le patient qui dit j'ai plus de mal à me concentrer ou à avoir une attention un peu soutenue, et un ralentissement en fait, de la pensée, de la prise de décision. Moi, je leur explique que le petit tiroir en fait qu'on ouvre très rapidement pour aller chercher un mot, le nom de quelqu'un, il y a de la lenteur et la lenteur elle est là aussi et du coup c'est un peu plus long. Il y a beaucoup d'anxiété avec la maladie de Parkinson. Alors ça c'est pareil, ça dépend du niveau d'anxiété qu'on avait avant de découvrir Parkinson. L'apathie, elle est présente pratiquement tout le long de la maladie. Vraiment, ça dépend des personnes. Moi, j'ai appris le mot procrastiner en rencontrant des patients. Donc, non, pas aujourd'hui. Non, pas maintenant. Là, j'ai pas envie. Je peux pas. Je vais pas y arriver. Tu te rends pas compte de ce que tu me demandes. Mais tout ça, c'est l'apathie. Il peut aussi y avoir de la dépression. Mais l'apathie est quand même plus fréquente que la dépression. Il y a parfois des hallucinations, un peu la maladie, beaucoup les traitements, et ça peut aussi être des périodes d'agitation, de voir des idées délirantes, soit en lien avec une modification thérapeutique, soit avec la maladie qui évolue. Et vous savez que dans à peu près 20% des cas, ça peut évoluer même vers des troubles cognitifs très importants euh, en- au bout de nombreuses années quand même. Il faut minimiser du coup des sources de distraction, hein, un peu comme pour les repas tout à l'heure.
quand on a besoin de se concentrer et être attentif, ben, il ne faut pas qu'il y ait du monde autour de nous, qu'il n'y ait pas la télé et la radio. Pour tranquilliser par rapport à la prise de traitement, surtout les gens qui sont anxieux, ben, c'est mettre des alarmes, hein, utiliser un pilulier. euh, Comme ça, on est tranquille. Je n'ai pas besoin de me faire du souci par rapport aux horaires de mes médicaments. Des post-it de rappel, s'il y a besoin. On peut en mettre un petit peu partout dans la maison. On évite la double tâche, hein, parce que de toutes les façons, c'est pratiquement, enfin, c'est impossible pour, euh, pour, pour eux. Donc, quand on demande de faire des choses, on demande une chose, puis après une autre, puis après une autre, puis après une autre. On ne laisse pas toute une... Ne partez pas en disant il faut promener le chien, étendre la lessive et puis faire la vaisselle parce que il y a forcément quelque chose qui va mal se passer. Il faut laisser du temps, il faut encourager, il faut stimuler, ça surtout pour l'apathie. Il faut toujours encourager. Euh, Quand il y a beaucoup d'anxiété, quand il y a des troubles cognitifs, quand il y a la difficulté à faire du choix, bah, des questions fermées, c'est plus facile. Plus facile de répondre par oui ou non que des questions ouvertes qui va demander une grande réponse. Il faut rassurer. Encore une fois, on gère le stress. Encore une fois, il faut anticiper les choses parce que ça a un côté très rassurant. Et en cas d'hallucination, généralement, ça se voit. Quelqu'un qui hallucine, il regarde un peu, il insistement quelque part, enfin, bon, ça se voit. Ben, il faut toujours demander qu'est-ce que tu vois. Il faut la rassurer. Il faut lui dire, écoute, moi je sais que ça peut être la maladie, mais ça peut être aussi tes traitements. S'assurer que ce ne soit pas quelque chose qui fasse très peur, parce que les hallucinations, elles peuvent être bénignes, mais elles peuvent aussi faire peur. Euh, Allumer la lumière, parce que les hallucinations, elles sont plutôt présentes en fin de journée, au moment où il y a plus de fatigue et puis où il y a un peu de pénombre, hein. Donc, on allume et des fois, ça permet de faire disparaître le chien qu'ils peuvent voir. Et puis, voir si elles sont critiquées. Donc, si par exemple, la personne voit un chien, lui dire, bon, alors, c'est qui ce chien? Est-ce que bah, c'est Médor? Médor, je l'avais quand j'étais jeune. Donc, peut-être lui demander, bah, et quel âge il aurait, Médor? Ah ben non, mais je sais bien que c'est pas Médor parce que ben, il aurait 60 ans. Et par contre, alors ça veut dire que c'est critiqué. On se rend compte que c'est pas Médor. Mais si la personne insiste vraiment, ben, ça veut dire qu'elles ne sont pas critiquées. Et quand on ne critique plus les hallucinations, ben, c'est que les troubles cognitifs vont peut-être s'accentuer. Voilà. La fatigue. La fatigue, elle est présente 60% des personnes, mais voire peut-être même plus. Et quand ils en parlent, eux, ils parlent carrément d'épuisement. C'est même au-delà de la fatigue. Elle est physique, elle est morale. Du coup, ben, c'est encore pareil. Il faut bouger, il faut faire de l'activité physique. Euh, euh, des, Ça, c'est ce que m'ont rapporté les patients. Ils aiment bien alterner les activités qui bougent et puis des intellectuels. Et puis moi, je pense qu'il faut, nous, notre rôle, c'est vraiment de déculpabiliser. C'est-à-dire, c'est un gros mot hein, dans notre société, être fatigué, hein. Donc, on déculpabilise et il manque de dopamine. Du coup, il manque d'énergie, hein. C'est un booster, la dopamine, hein. Et puis, ils sont obligés de se concentrer sur tous les mouvements qu'ils font pour que ça se passe bien. Donc, vraiment, il y a de quoi être fatigué, hein. La douleur, elle peut être présente tout au long de la maladie. C'est vraiment une douleur musculo-squelettique. La plus typique, c'est une douleur au niveau des épaules. Ça peut être aussi une douleur dystonique. C'est plutôt le matin au réveil quand on a le moins de traitement dans le sang, avec des pieds qui peuvent se déformer un peu, des orteils en griffe. On a du mal à marcher. Il y a beaucoup de sciatalgie aussi, donc ça commence un peu au milieu de la fesse et puis ça peut irradier. Et puis on voit parfois des douleurs un peu plus centrales, à type plutôt de picotement, de brûlure, de décharge électrique, voilà, qui sont un petit peu plus difficiles à prendre en charge. En tout cas, le kiné est important à ce moment-là. Il faut faire des massages, il faut qu'il étire, il peut faire de la physiothérapie. Peut-être aussi de l'activité physique adaptée, de l'hypnose. Les TCC, ça c'est une technique, c'est les thérapies cognitivo-comportementales, donc c'est les psychos qui font ça.
C'est des thérapies brèves. Donc là, en fait, on va analyser la douleur et puis ça va permettre de la disséquer un peu et du coup qu'elle soit un peu plus tolérable. Pourquoi pas aller consulter dans un centre spécialisé si c'est une douleur qui est chronique. En tout cas, il va falloir trouver un traitement qui soit adapté. Et vous, bah, ce que vous pouvez faire, c'est aider votre proche, en fait, à décrire cette douleur et puis les moments où elle est présente, en fait. Parce que ça peut aider, en tout cas, pour la mise en place d'un traitement. Voilà. Est-ce qu'on a encore un peu de temps ou pas? Alors, du coup, avec tous ces symptômes, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait un isolement social parce qu'on méconnaît la maladie, que ce soit des fois le patient, l'entourage et puis surtout la population générale. Donc, si c'est un nouveau diagnostic, si on peut avoir une consultation post-annonce, ça c'est chouette parce que ça permet de poser des questions. Après, il y a l'éducation thérapeutique, donc c'est en individuel ou en groupe, c'est comprendre un petit peu mieux sa maladie, devenir un peu plus acteur et puis surtout savoir vers quelle porte est-ce qu'on peut aller frapper. Quand c'est en groupe, c'est magique parce qu'ils s'échangent plein de conseils. Le programme à deux pas, qui est donc le programme dont parlait Sandrine tout à l'heure, c'est un peu l'équivalent de l'éducation thérapeutique, mais pour les aidants. Ça permet aussi de mieux comprendre et puis de venir poser quelques valises aussi. Ça, c'est chouette. Faut pas oublier que cette maladie, elle n'est pas linéaire. Il y a des fluctuations. Vous avez dû vous en rendre compte, des moments où tout va bien, puis des moments où il n'y a plus rien qui va. Il y a de la fatigue. Donc, ces périodes-là, il faut les accueillir sans jugement. En tout cas, il faut y croire. Il ne fait pas exprès. Et puis, il faut essayer de les quantifier pour pouvoir en parler surtout avec le neurologue et puis poser la question. OK, là, je vois que ça ne va pas, tu me dis que tu ne peux pas, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens? Tout ça, c'est des choses importantes à récupérer. Il y a le permis de conduire aussi qui n'aide pas au niveau social. C'est la liberté, le permis de conduire. Donc, vous savez que pour conduire en toute légalité, il faut aller voir un médecin agréé par la préfecture qui va donner son accord ou non. Un accord pour 1, 2 ou 5 ans. Et si jamais il n'y a plus l'accord, là, c'est important de pouvoir proposer d'accompagner, d'organiser des sorties, parce qu'il y a beaucoup de culpabilité d'être dépendant. Les patients me disaient souvent, oh ben non, mais ça, je ne fais plus parce que je n'ai pas envie d'embêter ma femme ou mes enfants, parce qu'ils font déjà beaucoup pour moi, donc du coup, je ne veux pas demander en plus pour qu'on me conduise. Euh, le regard des autres, ça, c'est très difficile. Pareil, les patients disent, moi j'utilise l'humour. Alors c'est pas tout le monde, mais ça marche bien en tout cas. Mais ça veut dire qu'on a fait le deuil de la vie d'avant et puis qu'on a accepté sa maladie. Du coup, intégrer un groupe de patients en éducation thérapeutique ou reprendre une activité physique dans un groupe, ça aide vraiment parce que ça va permettre d'augmenter l'estime de soi puis la confiance en soi. Donc, ça sera plus facile d'accepter le regard des autres. Et enfin, n'oubliez pas aussi qu'il y a beaucoup de rendez-vous médicaux ou paramédicaux et que des fois on dit, oh là là, mais tu fais rien. Ben oui, mais quand on a déjà 3 rendez-vous de kiné ou deux rendez-vous d'ortho dans la semaine, on a l'impression d'avoir un emploi du temps de ministre. Donc, faut garder ça en tête. Et pour les rendez-vous médicaux, je pense que quand on est proche, ce qu'on peut faire, c'est aider pour préparer la consulte. Donc, c'est simplement 2, 3 jours avant, enfin, ou la semaine d'avant, peu importe, poser la question, alors, comment tu te sens? Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui va pas bien? S'il y a des fluctuations, c'est là où il faut les noter aussi pour pouvoir en parler au neuro. S'occuper du transport, dire, écoute, te tracasse pas, moi je viendrai te chercher, ou alors j'ai commandé un vaisselle, il va arriver à telle heure. Prévoir d'avoir un traitement d'avance au cas où, si jamais il y a du retard, qu'il n'y ait pas de panique. Et voilà. On a encore le temps pour la dernière ou pas du tout? Du coup, dans le Il temps, te 5 minutes. l'évolution va... Ok. Du coup, l'évolution va obliger une adaptation permanente. Alors, on surveille les troubles qui sont présents et puis voir comment ils évoluent et puis voir les nouveaux qui viennent d'arriver. Ça va demander aussi un ajustement régulier du traitement, donc un travail d'équipe hein, avec le neuro. Euh, une adaptation peut-être du domicile et puis peut-être aussi une adaptation des aides humaines dans le temps. Voilà. En tout cas, merci beaucoup et puis à tout de suite.